UNESCO, 6 lettres mondialement connues. Dans le détail, cela donne Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Sa devise, construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Et concrètement, sur le terrain, cela passe par le classement du patrimoine. Un label UNESCO très convoité, mais pourquoi? Pour qui est-ce vraiment le Graal? Bienvenue Place Stanislas à Nancy, 35 ans déjà qu'elle est classée. Bienvenue dans Enquête de région. Nous irons d'abord à Strasbourg. Le label UNESCO a permis une réconciliation entre deux époques, deux cultures. Le patrimoine médiéval de la Grande Île est désormais symboliquement uni à la nouvelle ville, la Neustadt, héritage de l'époque allemande. L'UNESCO s'est aussi récompensé le savoir-faire. Coteaux, maisons et caves de champagne sont labellisés depuis 2 ans et demi. Un véritable moteur pour le no-tourisme dans un territoire qui était très en retard en la matière. Ces inscriptions UNESCO nous ont donné un nouveau signal de départ. L'UNESCO prône la paix. Alors retiendra-t-elle le dossier des monuments et sites funéraires de la guerre 14-18 ? C'est l'un des grands dossiers de candidature en cours dans la région. Hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour assurer notre avenir. Mais on le verra, rien n'est gagné. Et pour parler UNESCO, nous avons choisi la place Stanislas à Nancy, la place Stan, comme on l'appelle ici. Elle a été construite au XVIIIe siècle pour le duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski. Construite au XVIIIe siècle et classée par l'UNESCO en 1983. C'est donc le plus ancien site labellisé de la région Grand Est. Le plus récent, c'est la Neustadt à Strasbourg. Cette ville nouvelle a été érigée sous administration allemande au 19e et 20e siècle. Cette Neustadt a rejoint un précédent classement, celui de la Grande Île, également à Strasbourg. L'histoire d'une réconciliation. J'ai donc le plaisir de déclarer que la décision 41 comme 8B. 32 est adopté. C'était le 9 juillet dernier à Cracovie en Pologne. Un langage codé qui provoque la joie de la délégation strasbourgeoise. La valeur universelle, exceptionnelle et unique de sa nouvelle ville, sa Neustadt, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un rayonnement supplémentaire pour Strasbourg. Il aura fallu 5 ans de travail pour aboutir à cette extension. 30 ans après la labellisation du secteur de la Grande Île, le noyau historique autour de la cathédrale. Alors la Grande Île, c'est ce secteur qui est délimité par l'île et le canal du Faux-Rempart, qui était déjà inscrit depuis 1988. Et la partie qui a été rajoutée, c'est cette partie de la Neustadt. Maintenant, c'est un bien unique qui est inscrit sur la liste, qui est Grande Île et Neustadt. En 1871, suite au traité de Francfort, l'Alsace-Lorraine est rattachée à l'Empire germanique. Strasbourg a souffert des bombardements, il faut la reconstruire, l'Empire veut l'étendre et lance un programme très ambitieux. À Neustadt, c'est très simple, c'est une extension urbaine. C'est-à-dire que toutes les grandes villes européennes, à la fin du 19e siècle, notamment sous la poussée démographique, l'industrialisation croissante, ont eu besoin, on va dire, de casser le carcan des fortifications anciennes, dont elles étaient toujours ceinturées. C'est le cas de Vienne, c'est le cas de Berlin, c'est le cas d'autres grandes villes en Europe. À Strasbourg, ce moment-là va arriver seulement en 1880. Surtout, il faut transformer le visage de Strasbourg, la faire passer, on va dire, de petite capitale d'une province française à la capitale d'une nouvelle région allemande. Cette nouvelle capitale voit fleurir des lieux qui reflètent le prestige de l'Empire. Une des premières réalisations est le palais universitaire. Dès 1884, il y abrite les sciences humaines. Les bâtiments des sciences dures, eux, sont répartis à l'arrière, dans les jardins. L'université, elle, a été fondée très très rapidement.
en fait, on n'avait pas encore fini de combattre et que déjà la décision avait été prise de faire une université. C'était symboliquement extrêmement important. Il s'agissait aussi de montrer, toute la générosité dont l'Allemagne était capable. Cette université dispose donc de moyens très très importants. Moyens, il faut quand même dire qu'ils viennent aussi du côté de la France, puisque donc la France, comme vous le savez, est condamnée à payer une énorme dette de guerre. Le bâtiment est moderne, chauffé en hiver. Dans cette ville de longue tradition intellectuelle, culture et sciences vont gagner en aura, même si dans les premières années, ce sont principalement des jeunes Allemands qui viennent étudier. Déjà, cette université, vous l'avez remarqué, elle est particulièrement somptueuse. En fait, c'est un palais de la Renaissance. D'ailleurs, en fait, l'exemple, c'est un palais donc, qui se trouve à Vérone. Et ici, en fait, vous avez déjà cette aula gigantesque, 700 mètres carrés. On n'a pas besoin d'autant de place, d'autant plus qu'à l'époque, il y a 600 étudiants, 800 étudiants, 1000 étudiants peut-être un peu plus quand même avant la Première Guerre mondiale. Donc, on n'a pas besoin d'autant de place pour se rassembler. Ça, c'est vraiment une architecture du pouvoir et de la représentation. L'université se situe dans l'axe impérial voulu par l'architecte municipal Conrad. Sur une même perspective, le symbole du savoir fait face au symbole du pouvoir, le palais impérial. Massif, de style néo-renaissance, Guillaume II n'y séjourne que rarement. Ses appartements sont encore visibles au premier étage. Là aussi, c'est une architecture qui n'est pas fonctionnelle. C'est une architecture de représentation, en fait, où quasiment tout l'intérieur du bâtiment est mangé par cette espèce d'énorme escalier d'apparat. C'est autour de cette Kaiserplatz, aujourd'hui place de la République, qu'est concentré le pouvoir. Autour du palais, les ministères, le siège de l'Assemblée régionale et la bibliothèque. Le projet qui a été choisi par les autorités allemandes était vraiment en symbiose avec la ville existante. Il y avait un travail qui a été fait pour que les berges soient vraiment en corrélation, que les bâtiments ne soient pas trop grands. Donc il y a vraiment eu un travail fin. Et puis les axes ont été tracés en fonction de la ville ancienne, avec les perspectives sur la cathédrale. Et c'est ce qui donne une des grandes qualités de la Neustadt. Finalement, ce n'est pas des quartiers qui se juxtaposent les uns aux autres, c'est vraiment une ville cohérente. Cette extension s'accompagne d'une politique sociale et hygiéniste issue d'Europe centrale. Les bains municipaux en sont une parfaite illustration. C'est un programme particulièrement complexe et à destination de l'ensemble de la population de Strasbourg. Autant pour une pratique un peu sportive des bains, pour des pratiques aussi, il y a des bains romains, etc. Mais aussi pour les plus modestes, puisqu'on trouve effectivement des bains et des baignoires pour une frange de la population strasbourgeoise qui, elle, n'a pas de sanitaire chez elle. Et ça existe toujours à l'heure actuelle. À l'origine, en 1908, il était même prévu des bains pour animaux, avec une entrée réservée. 3 ans plus tard, une aile médicinale et une école dentaire voient le jour. Le bâtiment est richement ornementé. C'est une œuvre d'art totale, oui, parce que c'est effectivement l'architecte de la ville, Fritz Beblo, qui dirige ce chantier, avec toute son agence derrière. La totalité des ornements sont dessinés par l'agence Beblo. C'est-à-dire que les verrières, les poignées de porte, les huisseries, les profils des moulures, tout ça est dessiné par l'architecte. Mais la Neustadt, c'est aussi un vaste programme d'habitat. Les architectes font le pari gagné d'un pic de croissance. Entre 1870 et 1910, la population va doubler. Il faut loger fonctionnaires, professeurs et militaires. La ville ancienne est insalubre, la mortalité infantile y est élevée, la tuberculose tue. A l'inverse, les nouvelles constructions vont offrir toute la modernité de l'époque. Il faut imaginer qu'on a des appartements ou des maisons d'habitation qui disposent du gaz dans la totalité du bâtiment. On a des sanitaires dans l'appartement, etc. On a de l'air, de la lumière. C'est la première fois qu'on arrive à produire un aussi grand nombre de bâtiments qui disposent de toutes ces caractéristiques de confort. Dans certaines rues, la municipalité impose les fameux Vorgarten.
On est sur les anciens terrains de l'emprise de la fortification, terrain racheté par la ville de Strasbourg à l'armée allemande. Et à cette occasion-là, la ville a pu imposer aux propriétaires qui ont racheté une parcelle un retrait dans l'alignement. C'est-à-dire qu'au lieu que la maison soit construite sur le début de la parcelle, elle va être construite en retrait. Ces parcelles à construire font le bonheur de sociétés foncières. En investissant dans la pierre, la petite bourgeoisie, elle, se constitue une rente. Voici un exemple d'un logement typiquement Neustadt. Cet appartement est aujourd'hui une galerie d'art. Souvent les appartements sont très grands, avec ce long couloir qui va donner sur des 6 pièces en enfilade. C'est aussi souvent une spécificité dans ces appartements de cette époque, avec tous ces décors qu'on peut voir ici et là. Voilà, donc l'appartement ici, c'est, disons, son intérêt principal réside dans ces plafonds-là, qui sont vraiment très décorés par ces stucs, par ces peintures. Et voilà, notre travail a été pendant 2 ans de remettre en l'état. Dans le salon de musique, ce piano 1900. La marqueterie a été réalisée par l'Alsacien Charles Spindler, preuve du foisonnement culturel de l'époque. Les artistes ont bénéficié de cette double apport culturel, à la fois français, évidemment, allemand. Ils n'étaient pas du jour au lendemain, à partir de 70, coupés, ils n'étaient plus ouverts sur la France, etc. La preuve, Spindler expose en 1900 et il présente ce salon de musique. Et il va s'inspirer du Jugendstil allemand et de l'Art nouveau français. Si seule une petite partie de la Neustadt, dite monumentale, a été inscrite à l'UNESCO, l'ensemble est beaucoup plus vaste. Il englobe, telle une trompe d'éléphant, la vieille ville et a permis le triplement de la surface de Strasbourg. 2000 unités ont été bâties, dont la gare ou encore le quartier résidentiel des 15. Quant au célèbre parc de l'Orangerie, c'est aussi durant cette période qu'il prend sa forme actuelle. C'est d'abord une promenade cavalière qui naît à la fin du XVIIe siècle pour la garnison française à Strasbourg. Et il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir, avec l'implantation en 1895 d'une exposition industrielle et artisanale voulue par le maire de Strasbourg, Otto Bach, pour que ce parc devienne finalement le parc de la grande ville. Et il va y avoir plus d'1 million de visiteurs. Et un certain nombre des aménagements qui subsistent encore à l'heure d'aujourd'hui, comme le rocher artificiel qui est à côté de nous, comme ici ce bassin qui se jette dans le Grand Lac, sont dus au réaménagement que va connaître le parc pour l'exposition de 1895. Outre les retombées touristiques espérées, le label UNESCO met enfin en lumière les richesses architecturales, culturelles et intellectuelles survenues durant cette période, longtemps diluées dans des débats identitaires et passionnels. La Neustadt n'est pas simplement un ensemble architectural, mais elle est aussi un lieu d'expérimentation, de gestation, d'hybridation, bref, un laboratoire d'Europe. Non pas dans le sens qu'ici, on aurait anticipé tout ce que l'Europe représente de bien, mais comme un lieu de discussion qui n'était pas toujours simple, mais qui ont fait avancer un peu les choses. On est sur une autre phase des relations et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'être sur cette valorisation du cousinage, une forme de cousinage on va dire, des 2 rives du Rhin. Je pense qu'on peut dire qu'effectivement la labellisation UNESCO de la Neustadt, qu'on appelait quand même encore jusqu'à il y a quelques années le quartier allemand de Strasbourg, ça permet quand même de montrer que ça fait partie d'une même histoire, avec ses drames, avec ses douleurs, mais c'est la même histoire. Et d'arriver à la partager ensemble, c'est plutôt encourageant pour l'avenir. La destruction du palais du Rhin, évoquée en 1956, n'est plus d'actualité. L'État français vient même de le classer palais national, au même titre que Chambord ou l'Élysée. Il aura fallu plus d'1 siècle pour que les Strasbourgeois se réapproprient leur ville, et avec elle, son histoire tourmentée. Et Strasbourg n'en a pas totalement fini avec l'UNESCO. La fondation de l'œuvre Notre-Dame monte actuellement un autre dossier de candidature.
Cette association du XIIIe siècle entretient la cathédrale. Sculpture, tailleur de pierre, conservation des plans, elle milite actuellement pour une inscription au patrimoine culturel immatériel. Dans ce dossier, elle s'est associée à 5 autres ateliers en Allemagne et en Autriche, un dossier qui devrait être déposé en 2019. Cette notion de patrimoine culturel immatériel existe officiellement depuis 2003. Son objectif, c'est de sauvegarder la diversité culturelle de l'humanité. Un autre dossier est en cours ici à Nancy et c'est le maire qui va nous en parler. Laurent Hénard, votre grand projet, c'est de classer la Saint-Nicolas, cette fête traditionnelle du mois de décembre, la classer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. D'où est venue l'idée d'abord ? L'idée est venue de 2 constats. Le premier, c'est qu'on avait tous l'envie de valoriser finalement cet élément traditionnel de la Lorraine qu'est Saint-Nicolas et que ça se fait aussi bien sûr en protégeant les choses, en les sauvegardant. Il y a une part de tradition, il y a une part de création et le classement UNESCO permet de protéger d'une certaine manière la part de tradition pour des événements, pour des coutumes, pour des métiers d'art. Et puis deuxième constat, c'est l'attractivité du label UNESCO. Vous savez que la place Stanislas sur laquelle nous sommes est classée au patrimoine, cette fois-ci bien sûr depuis monumental 35 ans. De l'UNESCO et on voit combien pour des touristes qui viennent d'autres continents, je pense à l'Asie, je pense à l'Amérique, ce label UNESCO est attractif. Et donc on s'est dit que pour faire la promotion de Saint-Nicolas, le label serait un plus aussi. Alors plus de 300 000 visiteurs sur le week-end, le grand week-end du défilé de la Saint-Nicolas. Voilà, on ne conteste pas la dimension populaire, mais qu'est-ce qui en fait au fond un patrimoine de l'humanité ? Le fait que c'est un bout d'histoire de ce territoire qui se raconte, d'abord. Je rappelle que Saint-Nicolas, il a été choisi comme saint patron de Nancy et de la Lorraine quand la Lorraine est devenue un État indépendant, après cette bataille de Nancy qui a opposé les Lorrains aux Bourguignons et qui a permis à l'État français de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, au-delà de l'histoire, c'est Noël pour nous, d'une certaine manière. Moi, je suis né à Nancy, j'ai grandi dans cette ville. Les premiers cadeaux, je les avais à Saint-Nicolas. Et le Saint-Nicolas en chocolat que je trouvais, il était beaucoup plus gros que le Père Noël. Voilà, on peut parler d'Halloween pour les Américains, d'une certaine manière. Saint-Nicolas pour les Lorrains, pas seulement pour les Lorrains d'ailleurs, mais pour beaucoup d'Alsaciens, pour des gens du Nord, pour des Belges, des Hollandais, des Allemands, pour certains Italiens. C'est Noël avant l'heure. Voilà, vous avez évoqué justement cette dimension nationale, internationale de la Saint-Nicolas. Est-ce que quand vous montez le dossier UNESCO, vous y pensez ? Alors, on veut même que le dossier UNESCO soit un dossier partagé. D'abord parce que vous vous souvenez, Nancy avait déposé la marque Saint-Nicolas pour empêcher en fait que des gens qui, avec une entreprise, font des dépôts uniquement pour demander des droits quand on édite des produits dérivés, puissent le faire. On avait déposé cette marque et ça avait valu des tensions avec les Alsaciens. Donc là, on est dans une logique où on veut partager d'abord avec tous les territoires voisins, en France, en Allemagne, dans le Benelux, cette idée de classer Saint-Nicolas à l'UNESCO. Moi, je voudrais que Saint-Nicolas ne soit pas le symbole d'une tradition lorraine qui se replie sur elle, mais d'une Lorraine qui s'ouvre sur l'extérieur. On est là sur les hauteurs de la place Stanislas, 35 ans déjà qu'elle est classée. Quel recul on a aujourd'hui ? Est-ce que les retombées, les bonnes retombées économiques, durent dans le temps ? Oui, et avant les retombées économiques, il y a l'exigence dans la sauvegarde du patrimoine. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand même le classement UNESCO vous amène des contraintes particulières qui sont des contraintes très positives finalement, un haut niveau d'exigence quand on rénove un bâtiment, quand on transforme l'usage d'un bâtiment. Il ne faut pas le perdre de vue, c'est quand même le moyen de sauvegarder cette magnifique richesse qui est très fragile. Et puis vous avez raison, il y a évidemment l'outil touristique, économique, et c'est clair qu'être classé UNESCO, c'est dans la durée, à l'échelle planétaire, une véritable attractivité. La place Stanislas, vous le savez, dans des sites internationaux de tourisme, elle est classée toujours dans les 5 plus belles places du monde. Et je pense que le label UNESCO y est pour beaucoup. L'UNESCO, c'est d'abord un devoir, une contrainte, avant autre chose ? Ça l'est autant que le classement monument historique, oui, mais je veux dire, on fait le choix d'habiter Place Carrière parce que c'est la Place Carrière. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des bons côtés, le site est remarquable, et puis il y a des contraintes. Mais c'est la même chose pour habiter en Ville-Vieille, c'est très beau, et puis il y a des bars, il y a des cafés, il y a des restaurants, il y a de la vie étudiante, il y a des terrasses. Donc ça fait partie du lot de contraintes d'un site remarquable et exceptionnel, mais c'est aussi ce qui fait que
quand vous habitez Place Carrière, votre bien ne perd pas de valeur. Vous savez que le niveau de protection est très élevé et qu'il sera très protégé. Merci beaucoup, Merci Laurent Hénard. On évoquait à l'instant la Saint-Nicolas. Dans le Grand Est, il existe un autre symbole de la fête. C'est bien sûr le champagne et par extension la Champagne. Les coteaux, maisons et caves ont été classés il y a 2 ans et demi et cela a déjà fait bouger quelques lignes. Tout ce qui s'est passé autour de l'UNESCO Champagne nous a amené 20% de personnes en plus. Aujourd'hui, on a des nouvelles nationalités qui nous fréquentent, que ce soit les Brésiliens, les Australiens, bien évidemment les Chinois, le Japon. L'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne à l'UNESCO ne doit pas être perçue comme un aboutissement, mais comme un point de départ. Juillet 2015, c'est officiel. La Champagne entre au patrimoine mondial de l'humanité. Explosion de joie à Bonn, en Allemagne. Immense fierté dans le vignoble champenois. On a trinqué, fêté dignement ce classement. 8 ans de combat, la fin d'un long parcours, le début d'une autre histoire. Autant le champagne est connu dans le monde entier, et là nous sommes très en avance, peut-être par rapport à d'autres régions viticoles du monde. Sur le plan de l'accueil ici, on est quand même dans l'est de la France, c'est pas le sud de la France. On avait le sentiment qu'on devait faire beaucoup d'efforts, et ces inscriptions UNESCO nous ont donné un nouveau signal de départ. Au cœur de Reims, la butte Saint-Nicaise et ses crayères gallo-romaines. Le site est classé et abrite plusieurs maisons de champagne, comme ici Tétinger. Mais bien souvent, les touristes ignorent cette distinction. L'UNESCO, vous connaissez ? Non, j'en savais rien. Non, je ne savais pas, mais c'est bon à savoir. Oui, le guide vient juste de nous le dire. En fait, c'est vraiment important parce que ça nous montre les trésors de chaque culture. L'UNESCO, c'est partout dans le monde, où que vous alliez. Vous pouvez trouver quelque chose de particulier, quelque chose que l'on ne peut trouver que dans ce lieu. 40% Chardonnay, 35% Pinot Noir. Ils sont belges, anglais, allemands, américains, taïwanais ou encore japonais. Depuis l'UNESCO, cette maison accueille plus de touristes, surtout étrangers. 62 000 visiteurs par an en 2015, 75 000 aujourd'hui. On progressait déjà sans l'UNESCO, mais ça nous a donné vraiment une impulsion et je pense que c'est commun à toutes les maisons de Champagne. Donc je pense qu'il y a une synergie vraiment liée à l'UNESCO qui fait que le nombre de visiteurs et la nationalité de ces visiteurs a évolué. À 15 minutes de Reims, dans une mer de vignes, le château de Sacy. Ambiance jazzy en ce début d'année. L'hôtel de luxe reçoit. Présentation raffinée du Petit Futé 2018. 2 ans et demi que le guide champardonnais n'était pas sorti. Et dans cette édition figure une nouvelle ligne, celle de l'UNESCO. Un plus pour les professionnels du tourisme. Pour nous, la question bien entendu s'est posée. C'est une carte de visite, oui, effectivement, et qui se diffuse facilement parce que c'est un nom que tout le monde connaît, même si on n'a pas tous visité des sites qui sont labellisés. Et on sait que le Mont Saint-Michel, par exemple, ou le Pont du Gard, dans les emblématiques en France, ça représente quelque chose, même pour celui qui ne voyage pas. Dans la salle, parmi les invités des vignerons attentifs, la Champagne, nouvel Eldorado œnotouristique. Depuis l'UNESCO, on sent vraiment une dynamique et là c'est quelque chose de très très bien. Les jeunes vignerons bougent, ils font partager leur passion et ça c'est primordial pour la vente du champagne, c'est essentiel. On a eu des gens de Prague là il y a très peu de temps, on a eu des gens de Moscou, c'est vrai qu'on a énormément de personnes qui viennent maintenant et qui ne seraient pas forcément venus dans les petits villages, ils seraient surtout arrêtés sur Épernay. Maintenant ils viennent aussi dans les petits villages. Grâce à l'UNESCO ? Grâce à l'UNESCO.
L'hiver, la vigne se repose, mais le travail continue avec la taille. On pense déjà à la prochaine récolte, on pense aussi à la saison touristique. Maxime et Camille ont la trentaine, 5e génération de viticulteurs. Les deux frères veulent réveiller la Champagne, remuer la profession. Ici, on est en train de terminer nos bureaux, il y a encore les pots de peinture. Et là, donc ici, on va faire le magasin où on vendra donc les bouteilles après que les clients aient dégusté notre champagne. Le chantier touche à sa fin, plus de 200 000 € investis pour donner un coup de jeune à la salle de réception. Ici, on est sur les anciens pressoirs de mon grand-père. Donc le pressoir là, son ancienne cuverie. On a tout refait à neuf, on a nettoyé un petit peu, on a repeint un peu les cuves, on a mis en valeur les belons dans lesquels s'écoulaient les jus à l'époque. Je culpabilisais de temps en temps de recevoir des clients dans les conditions dans lesquelles je les recevais. Et aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. On a la sensation de voir arriver chez nous un peu plus d'étrangers. Camille et moi, on parle couramment anglais, allemand, quelques langues. Et les étrangers, on estime qu'une personne qui va faire 10 000, 15 000 km pour venir vous voir, elle doit être reçue bien comme il faut. Et on n'en démordra pas. Oui, on veut un accueil parfait. On a beaucoup à apprendre des autres pays viticoles, comme par exemple l'Australie, qui est un pays très ouvert sur tout ce qui est accueil et découverte de leurs vignobles. C'est des pays qui savent accueillir la clientèle et qui savent mettre en valeur leurs produits. Nous, on sait le faire, mais pour l'instant, on est encore en développement par rapport à eux. Pour bien accueillir les touristes, il faut aussi les loger. L'UNESCO a donné d'une certaine manière un coup d'accélérateur au projet hôtelier. Le château de Sassy, le futur hôtel de luxe Marriott à Reims, face à la cathédrale. À Champillon, le Royal Champagne surplombe le vignoble. 49 chambres, un restaurant gastronomique et un spa d'exception. Ce complexe 5 étoiles devrait ouvrir cet été. Les propriétaires sont américains. Un projet majestueux de plusieurs dizaines de millions d'euros. On a surtout ici la vue, on a 2 piscines, on n'a pas d'établissement non plus avec des piscines, avec un spa qui est quand même plutôt monumental. Ça manquait, je crois qu'il y a besoin et d'autres équipements encore dans la région. Multiplier les grandes comme les petites initiatives, un enjeu de taille pour le territoire. À l'entrée de Romery, cette bouteille géante attire l'œil. 12 mètres de haut, elle est l'œuvre de Vincent Gobert. Nous l'avions rencontré il y a plus d'1 an quand il avait eu cette idée originale. Aujourd'hui, notre vigneron est un homme heureux. Au départ, j'ai construit un peu pour m'amuser, pour le plaisir, comme j'aime travailler le métal. Ma femme me disait que j'étais fou parce qu'on n'arriverait plus à suivre, on allait avoir énormément de monde et j'y croyais pas, mais c'était vrai. Elle avait raison. Ouais, j'ai fait plus 50% depuis que j'ai fait ma bouteille, de chiffres. Bon, j'avais pas un gros volume. Et c'est vrai qu'on s'est laissé surprendre, Et, ma bouteille, l'UNESCO, tout fait que maintenant, on a même du mal à se libérer pour aller tailler nos vignes. C'est des rendez-vous, etc. Bon, c'est le commerce, L'été dernier, au Villet, le village de Dom-Pérignon était très fréquenté. Les petites comme les grandes maisons doivent ouvrir davantage leurs portes, être plus disponibles pour les visiteurs, plus flexibles, car la demande est bien réelle. Pour divertir les touristes, Épernay voit plus loin, plus haut. Si l'avenue de Champagne reste l'attraction principale, d'ici quelques mois, un drôle d'engin va survoler la ville. L'idée du ballon captif, c'est d'offrir une vue sans équivalent sur ces fameux paysages du Champagne. Être à 150 mètres ou 200 mètres au-dessus de la ville pour contempler ces paysages, c'est quelque chose d'unique, parfaitement complémentaire des visites de cave. D'un côté, on descend en souterrain, de l'autre côté, on s'élève au-dessus de ces territoires. Et c'est en même temps un peu ludique, ce qui permettra à un tourisme familial notamment de venir, de contempler ces paysages, de passer un bon moment et pourquoi pas de déguster une flûte de champagne dans ce ballon. Avec le classement UNESCO, l'offre touristique s'étoffe. L'an prochain, à Épernay, le château Perrier abritera le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. À Haï, la Cité du Champagne propose, elle, de découvrir les métiers de la vigne.
L'UNESCO a aussi amené un nouveau type de visiteur, l'œnotouriste. C'est une nouvelle demande de découvrir le vignoble, d'aller à la rencontre du producteur, de savoir comment le champagne est fabriqué, ce qui n'était pas forcément la demande d'auparavant. Auparavant, on voulait visiter les caves, on voulait déguster le champagne. Là, aujourd'hui, on veut comprendre ce process de fabrication, ce produit. En 2 chevaux, sous terre, en petit train ou à bord d'un bus, autant de façons de visiter la Champagne. Depuis l'UNESCO, de nouveaux services personnalisés voient le jour. Là, on va vers Auvillers. C'est un village qu'on découvre souvent en circuit, notamment sur notre circuit journée complète. Mathias a démarré son activité il y a 2 ans, des circuits sur mesure, en petits groupes, au cœur du vignoble. Ce qu'il y avait très peu, c'est l'œnotourisme guidé, la prise en charge de clients, le transport de ces clients vers les maisons de champagne. On n'a pas que des maisons de champagne en centre-ville. Donc c'est là où il y avait vraiment un créneau, avec ce trend positif de l'œnotourisme en général en France. Nous, on s'adresse à une forme un peu différente des œnotouristes, qui représente autour d'1% en fait, de l'œnotouriste global, qui est celui qui a envie de se faire prendre en charge pendant l'ensemble de sa journée. Et donc là, on s'adresse plus à des nationalités un peu plus lointaines. On a beaucoup d'Américains, on a autour de 40% d'Américains, pas mal d'Australiens, de Néo-Zélandais, des Asiatiques qui commencent à venir, des Sud-Américains aussi. Donc on voit toutes ces nationalités lointaines, on a l'impression de voyager pendant nos tours. Le champagne est une boisson de prestige. L'UNESCO, un symbole d'excellence. Le territoire se doit d'être à la hauteur. Il ne s'agit pas de mettre la Champagne sous cloche, mais il faut veiller à ce que toutes les initiatives, publiques ou privées, qui sont entreprises, soient compatibles avec cette valeur universelle exceptionnelle. Donc il faut préserver la Champagne, premier objectif. Deuxième objectif, c'est de mettre en valeur ce patrimoine, de le développer, de le rendre attractif. 2 ans et demi après son classement, la Champagne aurait-elle rattrapé son retard? Oui, d'après l'agence de développement touristique Atout France. En 2016, son vignoble était le 2e plus visité de l'Hexagone, juste derrière le Bordelais mais devant l'Alsace. Il y a bien eu un effet UNESCO. La Champagne n'a pas fini de pétiller. Quittons un instant Nancy et les dorures de la place Stanislas, direction Longwy, toujours en Meurthe-et-Moselle. Longwy a rejoint le très sélectif club UNESCO en 2008. Comme Nebrisac en Alsace, c'est l'un des 12 sites du patrimoine Vauban labellisé. Vauban, l'architecte militaire de Louis XIV, a joué un rôle majeur dans l'histoire des fortifications. Son œuvre a influencé toute l'Europe, voire au-delà. C'est en 1679 qu'il fit construire Longwy, une ville dite ex nihilo. Jean-Marc Fournel, vous êtes maire de Longwy. C'est quoi une ville ex nihilo et puis surtout en quoi est-elle remarquable aux yeux de l'UNESCO? Ex nihilo veut dire que sur cet éperon rocheux, en 1679, il n'y avait rien. La ville de Longwy était située à 400 mètres d'ici, à l'intérieur du vieux château. Vauban a fait déconstruire ce vieux château, a utilisé le matériau pour construire à la fois les remparts, l'enceinte devant laquelle nous sommes, et puis la ville à l'intérieur donc de cette fortification. Donc ici, mieux qu'ailleurs, on peut voir son œuvre. Absolument, parce qu'il a conjugué 2 talents, celui de l'art militaire qu'il a cultivé partout en Europe, et puis aussi ce talent de bâtisseur, puisqu'il a organisé la ville de manière à ce que cette ville puisse tenir des sièges. Nous avons eu 4 sièges, puisse tenir des sièges et faire en sorte que et militaires et civils puissent continuer à vivre à l'intérieur de cette fortification. Alors l'autre particularité, c'est la pierre dite bosselée. À quoi servait-elle? Ah, ça aussi, c'est l'authenticité de ce lieu et l'unicité de ce lieu. Cette pierre, elle a été taillée par des ouvriers avec une bosse, de manière à éviter que le canon ne perfore trop rapidement la muraille. Et il n'y a qu'ici, à Longwy, où Vauban a utilisé cette technique. On comprend en vous écoutant la fierté du maire de Longwy, mais être classé UNESCO, c'est aussi une charge. Est-ce que parfois ça ne pèse pas un peu trop lourd sur vos épaules? Bien sûr, mais je veux dire, avoir un label UNESCO,
toutes les villes en rêvent. Donc, effectivement, c'est une charge avec un plan de gestion minutieux qui vient d'ailleurs à échéance cette année. Nous allons retravailler le suivant pour les 5 prochaines années. Et c'est vrai que ça nécessite une attention redoublée. Nous sommes, entre guillemets, surveillés sur les engagements que nous prenons. Et la ville consacre chaque année 1 million d'euros sur son budget pour l'entretien et la restauration de ce patrimoine remarquable. Et on peut les admirer derrière nous, ces belles fortifications, mais vous avez d'autres pépites à nous montrer, on va aller découvrir cela. Une fois classé UNESCO, un site doit être conservé, entretenu. En cas de manquement, il peut perdre son label. Et dans le cas du dossier Vauban, les 12 entités sont solidaires. Si l'une tombe, elles tombent toutes. Nous poursuivons notre visite à la casemate en croix. On y stockait vivres et matériel pour résister en cas de siège. C'est ici que nous retrouvons le président de l'Office de tourisme du pays de Longwy. Christian Manfredi, quelles sont exactement les conséquences touristiques en 10 ans de ce label UNESCO pour Longwy? En 10 ans, on faisait 8000 personnes. Aujourd'hui, on en fait 48 600 personnes. Il y a 10 ans, on faisait 2 groupes. Aujourd'hui, par année, on fait 193 groupes, soit 3150 personnes. Est-ce que l'UNESCO est un moteur économique suffisant ? Bien sûr, il faut qu'on conjugue à la fois le tourisme, mais aussi le développement économique. Et nous travaillons en ce moment sur les structures d'hébergement, de tout type d'ailleurs, accueil de camping-cars, mais surtout des hôtels. Nous avons un peu de retard dans ce domaine et nous venons en ce début d'année d'ouvrir un nouvel hôtel et nous travaillons encore à pouvoir en accueillir d'autres. Et puis, il y a des événements très fédérateurs. C'est le cas, par exemple, Monsieur Manfredi, de Vauban en Lumière. Il y a Vauban en Lumière, il y a le Carnaval vénitien aussi, qui est en partenariat avec la ville, mais on a aussi, donc bien entendu, Vauban en Lumière. On a créé une assiette pour le menu au Vauban, une assiette en émaux, en étoile, justement pour servir dans tous les restaurants du secteur. Donc il y a 45 restaurants qui font tous le menu Vauban. Les fameux émaux de Longwy. Dernière question, l'UNESCO, voilà, c'est une marque, parfois un mot magique un petit peu pour une commune. Est-ce qu'on peut en faire ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme on veut? Ah, pas du tout. Il y a des règles bien précises par rapport à ça et de toute façon, on ne peut rien faire sans l'aval de la mairie, sans l'aval de l'UNESCO, de toute façon. Quoi que l'on fasse. C'est une marque protégée d'une certaine façon? C'est une marque protégée que seule la ville a l'autorisation d'utiliser et elle peut, notamment avec l'Office du tourisme, donner accord pour que ces 2 mots UNESCO d'une part et Vauban d'autre part soient associés à la fois dans la promotion que nous faisons du territoire, mais à la fois aussi dans les objets ou dans les biens immatériels que nous utilisons sur le territoire et ailleurs. Eh bien, merci à tous les deux. Merci. Bien, merci. Les fortifications Vauban évoquent une autre époque troublée où l'Europe ne vivait pas en paix. Un autre conflit, plus récent celui-là, imprègne profondément nos paysages, c'est la Grande Guerre. 80 sites liés à 14-18 font actuellement l'objet d'un dossier de classement. Une question déterminante au cœur de cette candidature, des vestiges liés à la guerre peuvent-ils avoir une valeur universelle? Peuvent-ils, comme le demande l'UNESCO, être symbole de paix? L'ancienne ligne du front occidental. 750 km qui court de la mer du Nord au territoire de Belfort. Des paysages marqués par la guerre qui s'est livrée ici il y a un siècle. Partout des traces témoignent de la violence des combats qui se sont déroulés ici de 1914 à 1918. Vestiges de tranchées, monuments commémoratifs et tous ces cimetières qui rappellent les millions de morts de la Grande Guerre. En 2012, la France et la Belgique ont fait part de leur souhait de voir ces sites de mémoire inscrits au patrimoine de l'humanité, un label prestigieux décerné par l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a pour vocation de favoriser toute initiative en faveur de la paix. Difficile dans ces conditions d'imaginer que des sites témoignant d'une barbarie comme la Grande Guerre puissent être inscrits au patrimoine de l'humanité. Le but de la Convention du patrimoine mondial, c'est la paix entre les peuples, c'est le dialogue interculturel.
Mais qu'est-ce que vous faites avec des sites de guerre? Le comité est très réticent. Pourquoi? Parce que vous arrêtez où avec les guerres? Si vous inscrivez un site comme ça, Première Guerre mondiale, demain, vous avez les sites de génocide de Rwanda. Et moi, je ne veux pas avoir une autre guerre entre des peuples pour un classement des sites. Nous, on a déjà eu des situations extrêmement difficiles entre la Thaïlande et le Cambodge pour le temple de Prévehir. Il y avait 60 personnes qui étaient mortes à cause du classement. Le dossier de candidature des sites de mémoire de la Grande Guerre a pris en compte cet écueil. Demander le classement de champs de bataille était voué à l'échec. De plus, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle pour prétendre à entrer au patrimoine de l'humanité. Historien spécialiste de la Grande Guerre, Laurent Jalabert fait partie du comité scientifique qui a élaboré le dossier de candidature. Avec un argument choc, cette guerre mondiale a marqué un tournant dans l'histoire en faisant naître une politique funéraire qui a introduit de l'humanité dans l'inhumanité. C'est vraiment avec 1914 qu'il se passe quelque chose de nouveau. Alors pourquoi? Parce que vous avez ici des corps qui ne peuvent plus être restitués à la famille. Dès novembre 1914, on interdit l'exhumation des corps, donc impossibilité pour les familles de les récupérer, si tant est que cela pouvait être possible. Et donc à partir de ce moment-là, les familles doivent attendre. Mais pour attendre, bien sûr, il faut donner une forme de satisfaction aux familles en leur disant « on prend soin de vos morts ». Et la meilleure façon, bien sûr, c'est de leur donner une sépulture identifiable, autant que faire se pouvait, et bien sûr pour plus tard, normalement, restituer les corps. Après la guerre, se pose la question de que va-t-on faire des morts? Il y a deux tendances. Il y a les familles qui, pour un certain nombre, pas toutes, un certain nombre veulent récupérer leurs morts. Et à côté de cela, il y a, on va dire, la volonté de l'État de créer une pédagogie de la mort à travers justement ces de vastes champs de mort qui doivent être l'illustration du sacrifice de la nation, de la République française, pour se défendre. Et il s'agit là de vraiment d'avoir un marqueur mémoriel pour les générations à venir. La guerre a mobilisé toutes les ressources humaines des pays belligérants. Soldats venus des colonies d'Afrique ou d'Asie. Un mélange culturel inédit qui a conduit à une prise en compte des différentes religions. Des cultes présents dans la monumentalité, de la plus modeste stèle aux mémoriaux présents autour de la nécropole de Douaumont. L'humanité est incarnée à travers le monument, la religion. Alors que les individus aient cru ou pas en un Dieu, ça peu importe. Ça a été un vecteur de solidarité entre individus et une aide pour les uns et les autres. Et partant de là, c'est certainement un facteur d'universalisme et donc d'humanité, pour boucler un petit peu la boucle, qui est représenté à travers ces monuments. Incarnation de cette universalité, l'ossuaire de Douaumont. C'est l'un des sites emblématiques de la liste proposée pour le classement au patrimoine mondial. Construit au début des années 1920, il devait à l'origine abriter 3 espaces dédiés aux principaux cultes. Faute de financement, seule la chapelle catholique a vu le jour. L'édification à proximité des monuments israélites et musulmans, plus tardive, a permis aux principales religions d'être représentées. On a vraiment voulu faire un lieu symbole, mais aussi ce lieu œcuménique. C'est-à-dire que toutes les religions étaient rassemblées. Ils sont tous rassemblés dans la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction, ni de nationalité, ni de religion. L'intégralité de ces hommes se retrouve ici unis. Situé au cœur du champ de bataille de Verdun, bataille emblématique, l'ossuaire est devenu au fil des décennies le symbole de la mort de masse de la Première Guerre mondiale. Un lieu entré dans l'histoire en 1984, le geste d'Helmut Kohl et François Mitterrand a transformé cette terre d'affrontement en un site de réconciliation et de paix, un argument mis en avant dans le dossier UNESCO. En dessous de nous, nous avons donc 48 alvéoles contenant un peu plus de 130 000 soldats inconnus, français et allemands, puisque la bataille de Verdun est une bataille franco-allemande. Nous n'avons pas d'alliés directement sur le terrain. Ce sont tous les corps, donc français et allemands, unis dans la mort.
le champ de bataille de Verdun. En 2016, plus de 500 000 visiteurs ont arpenté ces sites. Une fréquentation exceptionnelle liée au centenaire de la bataille. Un centenaire qui va bientôt s'achever, avec une baisse attendue du nombre de ce que l'on appelle les touristes de mémoire. Le projet de classement UNESCO s'inscrit dans cette logique. Dans la majorité des cas, l'inscription d'un site au patrimoine de l'humanité est suivie d'une hausse de 20 à 30% de sa fréquentation. Et même à Verdun, dont le nom est pourtant connu dans le monde entier, le label ouvrirait de nouvelles perspectives. On a toujours besoin du tourisme, on a toujours besoin d'une reconnaissance quelque part, et l'UNESCO, permettez-moi de dire, quelle belle reconnaissance. On ne peut pas espérer mieux à aujourd'hui qu'avoir effectivement de la reconnaissance de l'UNESCO. Bien évidemment, on n'en a jamais assez du tourisme, et quand je dis du tourisme, je ne parle pas que sur le terrain national, mais à l'international. Et effectivement, le fait d'être à l'UNESCO, le lien avec même des nationalités qui sont très lointaines de Verdun, se fait automatiquement. Dans la ligne de mire des professionnels du tourisme, les Américains et les Chinois, qui ont eux aussi participé à la Grande Guerre. Le projet de classement souhaite cependant aller au-delà de considérations économiques. Présenté dans tous les départements de l'ancienne ligne de front, il a suscité une large adhésion de la part des acteurs locaux. Tous voient dans le projet l'occasion de faire connaître certains secteurs du front qui ne bénéficient pas de la renommée de sites comme Verdun. Des communes où la mémoire est particulièrement vivante, comme ici à Haine-en-Argonne, ancien village de la ligne de front qui abritait un hôpital de campagne. Depuis 2014, une exposition permanente est proposée dans l'annexe de la mairie. Des bénévoles se relaient pour l'ouvrir au public. C'est bien les Américains, là. Voilà. Voilà. On peut même voir les traits des visages. Et comme Oui, on voit ceux qui montent et puis ceux qui reviennent, tu vois, beaucoup plus tête basse. Une exposition au service de la mémoire, le temps du centenaire. Ici aussi, on espère que le projet UNESCO aboutira. Ça serait une reconnaissance pour ce qu'a fait cette rive gauche avec les maires des 12 communes des villages qui ont défendu Verdun. Parce qu'il faut savoir que nous sommes sur le front oublié de Verdun. Donc nous avons monté une association pour défendre le mérite de ces villages. Si le classement au patrimoine mondial est gage d'une reconnaissance, il est aussi considéré comme la garantie d'une protection des sites labellisés. Le caractère sacré des cimetières et autres sites de mémoire pourrait laisser penser qu'une telle protection est superflue. Mais en 2014, un avis d'enquête publique a provoqué un choc chez les habitants d'Haine-en-Argonne. Ils ont découvert l'existence d'un projet de construction de parcs éoliens, 10 éoliennes de 150 mètres de haut en plein cœur du champ de bataille. Ils auraient dû être là, à 200 mètres, là, dans les champs, là. Donc plusieurs de ce côté-là et juste de l'autre côté, en face. Donc vraiment à côté, quoi. Voilà. Vraiment entre, en plus, comme je vous ai dit, on est entre Vauquois, qui est plus haut, et du Haumont, qui est plus haut aussi. Donc en fait, cette zone industrielle se serait retrouvée plus haute que tous les monuments qu'il y a ici sur les champs de bataille de Verdun. C'est ce qui aurait dominé même l'ensemble, ce qui est incompréhensible. La préfecture de la Meuse a refusé le permis de construire à la société, estimant que le projet portait atteinte à l'intérêt des sites mémoriels et pouvait amoindrir les chances pour la zone d'être classée au patrimoine mondial. Le combat pour l'inscription des sites funéraires et mémoriels du front ouest est entré dans sa phase finale. En octobre dernier, les experts ont visité les 80 sites proposés. Une liste établie par les porteurs du projet, une association qui réunit 13 départements. Une fédération qui constitue une force pour la défense du dossier. La composition de la liste présente cependant des faiblesses. Pour assurer une représentation équitable des collectivités locales, il a fallu proposer des sites pouvant faire doublon aux yeux de l'UNESCO. Une trentaine de cimetières allemands se retrouvent ainsi sur la liste indicative française. Il y a un grand malentendu, surtout en Europe, parce que souvent, un maire d'un petit village veut faire classer un site qui n'a vraiment pas une valeur au niveau mondial. Donc, le but, c'est vraiment de préparer des dossiers, des nominations qui tiennent la route, qui sont ensuite évalués pas par l'UNESCO,
On a des organes consultatifs qui font une évaluation scientifique et ce n'est pas au niveau local, ni régional, ni national, c'est au niveau mondial où il y a la comparaison. Donc on a souvent des dossiers qui disent « Ah, ce site c'est vraiment exceptionnel, on ne peut pas le comparer avec un autre site ». Ça, c'est pas vrai, c'est bien sûr comparé et la décision finale est prise par le Comité du patrimoine mondial. L'ICOMOS, l'organisme chargé de l'évaluation des sites, doit remettre son évaluation finale prochainement. Des recommandations qui peuvent aller de la révision du projet à son renvoi pur et simple ou à son inscription en vue d'un classement au patrimoine de l'humanité. En matière de labellisation UNESCO, rien n'est jamais gagné. Il faut souvent des années et des années pour monter un dossier. Il faut surtout beaucoup de ténacité. Pour en parler, nous sommes de retour place Stanislas à Nancy avec Jackie Elvgott, président de la commission tourisme du Grand Est. Alors, on vient de voir le cas des monuments et sites funéraires de la Grande Guerre. Est-ce que c'est un dossier qui a vraiment une chance d'aboutir? Après tout, l'UNESCO se veut messagère de paix. Alors moi je trouve que c'est un dossier qui était bien présenté parce qu'il avait cette originalité de promouvoir un peu le combattant. C'est pour la première fois qu'on mettait en avant le combattant unique. On le voit au niveau des cimetières, les tombes individuelles. Donc on opposait l'individuel ainsi à l'universalité de ce terrible massacre. Et quand on parle de tombes individuelles, on voyait non seulement le combattant, mais on voyait aussi l'homme, l'époux, l'ami. Et instinctivement, on passe du militaire au civil. Est-ce que c'est difficile de monter un dossier UNESCO? C'est extrêmement exigeant, il faut plusieurs années, il faut répondre bien sûr à des critères extrêmement précis et la demande importante de dossiers rend ces dossiers extrêmement difficiles à obtenir, oui bien entendu. Une affaire de réseau, c'est là que vous jouez un rôle en tant que région Grand Est? Alors la présence de la région Grand Est, bien sûr, pour soutenir un tel dossier est un élément important dans l'aide, dans l'expertise d'un tel dossier, oui bien entendu. Est-ce que l'UNESCO fait vraiment tout pour un territoire? Alors l'UNESCO a un énorme avantage, c'est qu'à partir du moment où le label UNESCO est donné, il est évident qu'il y a des retombées touristiques importantes, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à cette labellisation et qui vont se déplacer de très loin pour venir découvrir tous ces sites UNESCO sur l'ensemble de la surface de la planète, bien entendu. Et le risque, est-ce que ça n'est pas de créer des musées à ciel ouvert parfois? Alors c'est un des risques, effectivement, ça a été décrit comme un des effets pervers de cette labellisation, avec des gens qui viennent, nombreux, avec un départ de gens qui habitent dans ces lieux labellisés, qui vont à la périphérie, qui abandonnent un peu ces lieux, et puis un afflux de touristes qui peut parfois entraîner certains désagréments. On a pu le voir cette année, à Barcelone en particulier. Et on n'en est pas encore là, heureusement, dans le Grand Est. Ah non, surtout pas. On souhaite que ce dossier, bien sûr, ait du succès. Merci beaucoup, Jackie Elvgott. Le label UNESCO est un atout pour le territoire en termes de chiffres, en termes de fréquentation touristique, on l'a dit, en termes d'image aussi. Surtout, il nous relie, nous, habitants du Grand Est de la France, il nous relie à des peuples lointains. Au fond, plus qu'un label, c'est une fenêtre sur le meilleur de l'humanité. À très bientôt.